Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction. Voici les principaux titres de ce lundi 9 décembre 2013. Une délégation unitaire du patronat des Yvelines face au préfet ce matin pour faire part de la situation difficile des artisans et entrepreneurs. Les représentants dans le département de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises et de la Fédération française du bâtiment viendront nous en dire plus en plateau. 5 commerces ravagés par le feu, 55 pompiers mobilisés dimanche matin. À Plaisir dans le quartier des Gâtines, le réveil a été difficile pour les commerçants et les riverains. Le 27e Téléthon s'est achevé dans la nuit de samedi à dimanche avec un total de 78 millions de promesses de dons au niveau national. Les premiers chiffres dans les Yvelines et retour également sur l'action menée à Manille-les-Hameaux. Nelson Mandela s'est éteint à l'âge de 95 ans jeudi dernier. Une semaine nationale de deuil vient de débuter en Afrique du Sud et les témoignages continuent d'affluer du monde entier pour saluer l'engagement d'une vie contre les inégalités raciales. À Manille-les-Hameaux, les drapeaux sont en berne, vous le voyez. En 2005, la ville avait déjà rendu hommage à Nelson Mandela, Nobel de la paix en 93, en inaugurant un jardin public à son nom. Une gerbe de fleurs y a d'ailleurs été déposée ce week-end par la municipalité. Un important incendie a donc détruit 5 commerces du centre commercial des Gâtines. Dimanche matin, un plaisir, le feu qui s'est déclaré au milieu de la nuit, vers 5 heures, dans un restaurant, avant de s'étendre. Olivier Maniscalco et Elodie Moine pour plus de précisions. Le centre commercial des Gâtines de Plaisir ravagé par un incendie. Dimanche matin, aux alentours de 5 heures, le feu a fait irruption dans le restaurant indien du centre. Très vite, il s'est propagé aux autres commerces, le coiffeur, la boucherie, le cabinet d'experts comptables et la boulangerie. Plus de 50 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le violent incendie. Moi je me suis levé le matin à 6h du matin enfin 7h plus exactement pour aller chercher du pain. Et puis j'ai constaté quoi. Ouais. C'était comme ça à peu près dans cet état-là, mais il y avait quelques flammes quand même qui sortaient. Hein. Ouais. Il y avait quand même quelques flammes qui sortaient. Bon, moi j'étais en voiture, je suis passé, je suis redescendu sur Plaisir pour aller acheter mon pain. Quoi. Je suis arrivé vers 12h et puis il y avait pas mal de camions de pompiers et tout. J'ai pas vu les commerçants, mais par contre oui, les gens étaient choqués. Le sinistre important se chiffrerait à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais avant le passage des experts d'assurance, l'heure est pour le moment à l'enquête. Ce matin, tous les commerçants étaient entendus par la police. Des commerçants choqués dont certains évoquent déjà la thèse de l'acte prémédité. Apparemment, le feu s'est embrasé très rapidement et on nous a prévenus vers 7h du matin. Donc et voilà, on est arrivé là et on a vu cette catastrophe. Apparemment, ça serait des départs de feux de poubelle. Voilà, mais on le voit autrement, on voit qu'il y a des poubelles brûlées juste en dessous des coursives. Donc des poubelles n'avaient rien à faire là. Donc on suppose, pour l'instant c'est des suppositions. Des suppositions que la mairie de Plaisir préfère nuancer en restant plus mesurée. Criminel, c'est un mot qui est un peu fort. Très souvent, pour pouvoir, il faut déjà avoir des preuves. Moi, je ne suis pas policier, hein, donc je peux que espérer que ça ne soit pas ça. Espérer que ce soit effectivement une maladresse ou quelque chose, je dirais, d'exceptionnellement imprévu. Mais j'y crois pas, non. Un service de sécurité est déjà sur place pour protéger le matériel laissé sur le site. Une cellule psychologique va être mise en place par la mairie pour accompagner les commerçants après cet épisode douloureux. Au minimum, 8 mois de travaux seront nécessaires avant la réouverture des boutiques. En attendant, pour permettre aux commerçants de continuer les ventes en cette période de fête, des Algeco ou des chalets de bois pourraient être installés sur le parking du centre commercial. Si vous empruntez les transports en commun, plus particulièrement la ligne L à Versailles, vous rencontrez sans doute des difficultés pour vous déplacer en raison de nombreux dysfonctionnements. Ce lundi matin, la conseillère régionale Valérie Pécresse, en présence de plusieurs élus de droite, dont le maire de Versailles François Demazière, se sont rendus à la gare Rive Droite, opération tractage, pour demander à la région de proposer un plan pluriannuel d'investissement sur les infrastructures. Les élus de l'agglomération de Versailles Grand Parc viennent, eux, de voter une motion de soutien aux quelques 290 000 usagers quotidien. Les patrons d'entreprises et notamment du secteur du bâtiment en colère et très inquiets. Dans le cadre d'un mouvement unitaire regroupant la Fédération du bâtiment, la CGPME, la Chambre des métiers et l'unique syndicat d'auto-école, ils ont été reçus ce matin par le préfet. Le sujet de Catherine Zulato et on en reparle juste après avec nos invités sur ce plateau.
Réunis autour d'une même table et parlant d'une même voix, ces représentants yvelinois de la Fédération du bâtiment, de la CGPME ou de la Chambre des métiers réclament des règles claires, plus de lisibilité dans les actions du gouvernement et une pérennité des décisions. Il y a beaucoup d'entreprises qui, vu le climat, freinent les investissements, n'embauchent pas alors qu'ils pourraient le faire. Et donc je crois qu'il faut qu'on arrive à recréer un climat de confiance. Les chefs d'entreprise, si vous voulez, ne savent pas quelles sont les nouvelles taxes qui vont sortir, les lois, la rétroactivité des lois. Donc on joue à un jeu sans avoir la règle du jeu. Donc on ne joue plus. Il y a un ras-le-bol de la part de nos adhérents, des entreprises, quelles qu'elles soient, aussi bien petites que moyennes que importantes, sur toutes les charges qui sont promues d'une manière incohérente. C'est-à-dire que, vous voyez, nous sommes le 10 décembre, la TVA, on ne sait pas exactement donc, avec quelle modalité elle va s'appliquer le 1er janvier. C'est le compte pénibilité, qui est là, à mon avis, la chose la plus grave pour 2014, puisque nous allons devoir remplir une fiche de pénibilité par personne et par jour. En cause également la loi sur la délocalisation du personnel, les fameux salariés détachés, en examen en ce moment au Parlement européen. En France, ils étaient 2000 il y a 15 ans et aujourd'hui, ils seraient plus de 200 000. Le patronat parle de concurrence déloyale et demande des règles. On ne peut pas revenir sur la loi de la libre circulation, mais il y a des barrières qui peuvent être, c'est-à-dire exiger par exemple que les salariés soient bien déclarés, payent bien des charges sociales dans leur pays d'origine, aient bien des congés payés, travaillent avec des heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas. On s'aperçoit que ce qu'on nous offre, c'est des gens qui travaillent 50, 70 heures par semaine. Ce mouvement unitaire du patronat yvelinois a été reçu par le préfet. Depuis le mois de septembre, autre signe inquiétant, selon eux, on voit de plus en plus d'entreprises expérimentées affichant 10 ans d'ancienneté fermer boutique. On ne peut pas accepter de se faire tuer sans rien dire, a prévenu Geneviève Bell. Et je reçois donc à présent Daniel Taravella, bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment dans le département des Yvelines, et Catherine Mutel, bonsoir. Secrétaire général de la CGPME, la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises dans le département. Cette réunion ce matin qui était évoquée au cours du reportage avec le préfet s'est déroulée comment? Quel bilan vous en faites? Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan, mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons été très bien accueillis par Monsieur le Préfet. À cette réunion, donc, il y avait la CGPME, la Fédération française du bâtiment, la Chambre de commerce et la Chambre de métiers, qui étaient des métiers qui étaient représentés. Donc, nous avons un petit peu exposé notre façon de voir les choses, à savoir qu'il y a aujourd'hui une grosse urgence puisque nos petites et nos entreprises sont en grosses difficultés et qu'il convenait tout de même de faire quelque chose pour essayer de les aider à en sortir dans la mesure où nous avons nos adhérents qui nous poussent de plus en plus à avoir peut-être des actions un peu plus virulentes. Or, vous savez que aussi bien la CGPME que la Fédération du bâtiment, nous sommes plutôt partisans de la concertation et nous souhaiterions pouvoir avancer dans la concertation. C'était un premier avertissement ce matin, cette réunion? On peut dire cela, si vous voulez. Vous en attendiez quoi concrètement, justement? Parce que le préfet vous reçoit, vous écoute, mais derrière, ce n'est pas le préfet qui va prendre des mesures? Non, ce que nous attendons, c'est que Monsieur le Préfet fasse remonter nos doléances et nos explications et nos demandes de mesures à prendre, de façon à ce que lui, qui nous a écoutés avec attention, puisse faire en sorte que nous soyons entendus un peu plus haut et qu'en retour, nous ayons effectivement quelques améliorations. Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez nombreux à participer à cette réunion avec le préfet. Pourquoi ce mouvement conjoint? On va développer un petit peu vos revendications juste après, mais déjà, pourquoi un mouvement conjoint? Pourquoi tous s'allier? Parce que nous sommes tous conscients, quelles que soient les organisations, nous sommes tous conscients que les problèmes existent et qu'il convient d'y remédier au plus tôt. Et je crois que c'est l'une des rares fois où nous avons présenté effectivement un front uni. C'est le meilleur moyen de se faire entendre. Voilà. C'est pour ça que vous avez décidé cette union. On revient sur ces revendications. Justement, aujourd'hui, quelle est la situation? Quel constat vous faites pour la CGPME, pour ces entrepreneurs, ces petites entreprises?
Alors, effectivement, le constat n'est pas formidable, hein, puisque, comme vous l'avez lu dans la presse, et c'est une réalité qu'on constate sur le terrain, nos entreprises souffrent d'une pression fiscale absolument insupportable. Taux d'imposition, 35% environ, en ce qui concerne la France, alors la France, sur les sociétés, alors que c'est 36% le taux d'imposition sur les sociétés, pour 23% en moyenne sur l'Europe, c'est énorme. On a le taux d'imposition le plus fort, voilà, et sans que quelque part, les déficits publics ne baissent. Donc nos chefs d'entreprise se posent aussi des questions. Tout cet argent, comment est-il utilisé? Ils ont des problèmes de compétitivité, ils ont des problèmes de baisse de chiffre d'affaires. Ils paient, ils sont assommés par les taxes et on a l'impression que rien ne se passe. Comment l'opinion publique perçoit cette situation en particulier? Nous avons voulu savoir si vous pensiez que les PME, ces petites entreprises, étaient trop taxées, ce que vous en pensiez, vos sentiments sur la question. Voici quelques réponses. Micro-trottoir. Ah oui, je pense que les petites entreprises sont trop taxées et ne peuvent plus employer. Et que ça nuit à l'emploi. Oui, tout à fait. Et pas que les petites entreprises qui sont trop taxées. Ouais, je pense qu'elles sont trop taxées, ouais. Ce qu'on me prend à moi et ce que mon patron paye, j'aimerais bien que ça tombe dans ma poche, j'aurais un pouvoir d'achat autre, quoi. Les charges sont vraiment exorbitantes, hein. Je me dis, moi, personnellement, dans l'immédiat, j'aurais bien voulu embaucher une personne. Mais malheureusement, à cause des charges, je ne peux pas embaucher cette personne. Elles sont énormément taxées aujourd'hui en France et c'est ce qui fait aussi que, justement, elles ont du mal à survivre. Donc c'est sûr que ça serait bien de pouvoir changer et diminuer un peu ces taxes qui sont parfois violentes pour ces petites entreprises qui essayent de survivre. Ah, pour être trop taxé, oui, ça c'est sûr. On casse un petit peu les envies des gens, ceux qui ont envie d'entreprendre, c'est difficile. Voilà. Tout le monde se plaint, ça c'est sûr. Trop taxé, je ne sais pas. Oui, quand même, peut-être un peu, quand même, avec les augmentations d'impôts et les charges que les entreprises supportent, oui, je pense. Hein. Et globalement, l'opinion publique qui vous soutient et qui comprend cette revendication, les petites entreprises sont trop taxées. Quels sont les signes sur le terrain, justement, de ces difficultés de ces entrepreneurs? On voit des entreprises qui ferment. On entendait tout à l'heure dans le reportage de Catherine Zulato que les entreprises expérimentées fermaient boutique aujourd'hui. 10 ans d'ancienneté pour une entreprise, c'est plus forcément gage de bonne santé? C'est bien ce qui nous inquiète. Parce que, disons, l'année dernière, bon, en nombre, il y a eu plus de dépôts de bilan l'année dernière entre le 1er janvier et le mois d'octobre qu'il y en a cette année. Mais si l'on examine la nature des entreprises, on s'aperçoit que celles qui déposent actuellement le bilan, ce sont des entreprises déjà beaucoup plus structurées, qui ont facilement au moins une dizaine ou une quinzaine de salariés, et effectivement qui ont une ancienneté supérieure à 5 ou voire 10 ans, et ce qui n'était pas le cas précédemment. Et il y a un autre phénomène que j'avais déjà constaté moi au sein de la Fédération du bâtiment, mais qui a été aujourd'hui confirmé par la CGPME, c'est que nombre d'entreprises, au lieu de chercher à être rachetées ou continuer, demandent tout simplement, disent je m'arrête et je mets la clé sous la porte parce qu'il y en a marre, si vous permettez. Donc ces entreprises disparaissent, moins de reprises d'entreprises, moins de création aussi, j'imagine. Moins de création, oui, bien sûr. Donc c'est bien symptomatique là d'un mal-être. Hein. Les entrepreneurs n'ont pas confiance. Ceux qui il y a une perte de. Alors ça, c'est un point que nous avons abordé effectivement ce matin. Il y a une vraie perte de confiance de nos chefs d'entreprise. Et tous les secteurs sont touchés parce que votre mouvement est conjoint. Vous représentez la Fédération du bâtiment. Il y a aussi l'UNI qui est un syndicat d'auto-école. Même constat aussi pour ces auto-écoles. Pire encore peut-être, puisque la représentante indiquait que depuis 2002, elle subissait les effets de la crise, mais très très lourdement. Quelles sont vos propositions, vos attentes aujourd'hui? Stopper cette pression fiscale, avoir un petit peu plus de stabilité. Il faut se mettre à la place d'un chef d'entreprise. Monsieur Taravella, vous serez d'accord avec nous. Le matin, il y a une annonce. Le soir, elle est controversée. Il n'y a pas de visibilité. Nos chefs d'entreprise ne peuvent pas anticiper. Ils n'anticipent pas. Vous pointez du doigt, c'est le manque de cohérence. Manque de cohérence. Voilà. Les choses sont annoncées, contestation dans la rue et voilà. puis on retire. Et hop, on revient en arrière. Alors s'il faut effectivement de la violence pour être écouté, c'est un peu dommage. C'est pas effectivement notre volonté. Hein. Du tout. Mais pour prendre un exemple concret dont tout le monde a parlé, c'est l'écotaxe. L'écotaxe qui devait être entrée en vigueur au 1er octobre, si je ne m'abuse,
Donc, nombre d'entrepreneurs se sont précipités pour faire équiper leurs véhicules. Bon. Ensuite, on leur annonce que ce sera le 1er janvier 2014. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Donc, ces entreprises qui ont dépensé de l'argent, qui ont investi, parce que ça coûte quand même quelque chose, qui ont investi pour équiper leurs véhicules, maintenant sont là avec leur équipement qui leur reste sur les bras. Donc, c'est un exemple, entre autres. Hein. Voilà. Nous, ce qui nous gêne aussi au niveau des entreprises, je crois que c'est vrai pour tout le monde, mais également surtout pour les entreprises du bâtiment, c'est qu'actuellement, il y a en discussion au Parlement, en examen, un projet de loi qui tend à diminuer de nouveau le délai de paiement des fournisseurs d'une quinzaine de jours, alors que les délais clients ne cessent de s'allonger, puisque aujourd'hui, en marché public, pour parler de quelque chose que je connais bien, en marché public où le délai contractuel est normalement de 30 jours, les collectivités locales payent couramment à 60, voire à 90 ou 120 jours. Vous n'auriez que 30-40 jours pour pouvoir payer les factures. Voilà, nous n'aurons que 30 jours. Un décalage de trésorerie qui rendrait difficile la situation. Et pour ce qui est des établissements hospitaliers, nous en sommes actuellement à 180 jours au délai de paiement. Juste pour conclure en 2 mots, quelle sera la suite du mouvement? Vous nous disiez tout à l'heure, nous n'aimons pas aller dans la rue, manifester, nous faire entendre trop bruyamment, mais si jamais il fallait, nous le ferions. Quelle sera la suite? C'est-à-dire que nous avons aussi des chefs d'entreprise qui commencent un petit peu à se mobiliser aussi quelque part et ils attendent aussi qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc, puis ils sont pris un petit peu par l'ambiance puisqu'ils constatent que les bonnets rouges ou les bonnets de n'importe quelle couleur font quelque chose. Bon, effectivement, on nous dit pourquoi pas nous. Mais en l'état, je pense que ce que nous allons faire, c'est attendre le retour de notre visite de ce matin, Monsieur le Préfet. Puis à partir de là, je pense que nous aviserons. Merci à tous les deux. Mais je peux vous citer un chiffre quand même qui est important. Plus de 61 000 entreprises ferment, 160 par jour, et tous les emplois qui vont avec. Ça vaut peut-être la peine quand même de se mobiliser. Merci à vous deux. Je rappelle donc qu'une délégation unitaire du patronat des Yvelines ce matin a été reçue par le préfet pour faire part de cette situation difficile que vous évoquiez des artisans et des entrepreneurs. Merci à vous. Le Téléthon à l'heure des comptes, plus de 78 millions d'euros de promesses de dons au 36-37. C'est un peu moins que les 81 millions de l'an passé. Sur le terrain, dans les Yvelines, les animations ne manquaient pas. Si les comptes ne sont pas encore arrêtés, la tendance serait en revanche à la hausse. Nous vous dévoilerons les chiffres demain avec le responsable de la coordination du département qui sera sur ce plateau. Mais nous partons déjà pour Magny-les-Hameaux, une commune qui régulièrement bat des records en matière de solidarité. Yolène Thorez et Mickaël Jarry. Ambiance country à Magny-les-Hameaux. 20 associations et une centaine de bénévoles étaient mobilisés ce samedi pour une seule et même cause, lutter contre les maladies rares. Ça fait avancer la recherche et bien sûr on a tous espoir effectivement qu'on fasse des découvertes qui permettent de guérir ces enfants. C'est une bonne journée, les enfants aiment bien participer, ils font des activités. Moi je vais faire une démo d'agility avec les chiens, voilà. Donc on essaye de faire comme on peut une petite action pour le Téléthon. Jean-Luc Ettori, ancien footballeur de l'AS Monaco et international de l'équipe de France, était le parrain de l'événement. On n'est pas à l'abri de tout ça, j'ai aussi des enfants, j'ai de la famille, donc voilà, à partir de là. Et puis si le fait d'avoir, je dirais, une petite notoriété fait avancer les choses, bien sûr qu'on répond présent dans ces cas-là. L'association Objectif Téléthon Magnicois, à l'origine de l'événement, proposait des spectacles toutes les demi-heures et de multiples activités. 8 ans après sa création, la mobilisation est toujours aussi forte. C'est grâce à tous mes copains, c'est une grande famille Magny-les-Hameaux, tous mes copains qui participent, tous ces bénévoles, les enfants qui viennent nous rejoindre et puis surtout les résultats significatifs qui nous donnent envie de continuer. L'intégralité des sources récoltées, environ 19 000 €, est directement reversée à l'Association française contre les myopathies. Et le bilan dans le département, donc ce sera demain dans le journal des 18h en direct. Il est l'heure de faire ses emplettes de Noël et pour certains, les cadeaux seront solidaires justement. Emmaüs Attrape a organisé une grande vente. En un week-end, la structure va réaliser le chiffre d'affaires d'un mois. Un argent indispensable pour faire vivre la structure qui reçoit de plus en plus de demandes d'aide sociale. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. J'ai acheté des petites choses pour mes petits enfants. Ça fait de la musique et tout et tout. Trognon et une locomotive. J'ai fait un peu les emplettes de Noël, voilà, de très beaux bijoux.
En un week-end de grande vente solidaire, la boutique Emmaüs de Trappes a reçu jusqu'à 1000 clients et réalisé ainsi en 2 jours le produit d'un mois de vente. Ici, on trouve toutes sortes d'objets à des prix défiant toute concurrence. Il est vachement joli, quoi. Il n'est pas abîmé. J'ai payé ça 1 €. Et il y a plein de choses chez moi qui viennent d'ici. Je ne dis même pas à mes amis parce qu'ils ne me croiraient pas. Pour les fêtes, le responsable du centre a reçu des dons importants. Les grandes entreprises sont de plus en plus solidaires. On a reçu un don très important de jouets électroniques, donc qui plaît bien aux enfants, donc d'une valeur assez importante de 50 € et qui est revendu 10 € en état neuf. À la fois de la solidarité des grandes entreprises aujourd'hui, qu'il n'y avait pas hier, et puis les dons qui pour nous sont quand même très importants en termes de vêtements en particulier. Des dons et donc des ventes. De l'argent, Emmaüs en a besoin car la structure ne reçoit aucune subvention pour payer ses charges et mener à bien ses actions de solidarité, accueillir les personnes sans domicile fixe ou encore partager des repas avec ceux qui n'ont rien. C'est indispensable même. Parce qu'on a un temps de réponse immédiat. C'est-à-dire là, si la personne est dans le besoin, on peut répondre tout de suite. Sans faire des dossiers, sans lourdeur administrative. Depuis 2 ans, Laurent Robert l'a constaté, les demandes d'aide sociale d'urgence ont progressé de 30%. Le verdict pour les participants à la dernière ligne droite du concours Axe Apollo Space Academy. Lancé par une grande marque de déodorant, il a déjà permis à une vingtaine de chanceux de par le monde, dont 5 Français, de se retrouver à Cap Canaveral en Floride pendant 1 semaine pour subir des tests d'astronautes. Il n'y aura finalement pas d'Yvelinois, ils étaient 2 en course pourtant, mais ni le représentant des Clés-sous-Bois ni celui d'Orphin ne l'emportent. Ils auront tout de même franchi le mur du son la semaine dernière en avion de chasse et survécu à la terrible épreuve de la centrifugeuse. Très à la mode chez les filles, le roller derby est un sport spectaculaire qui vient des États-Unis. Les règles, 2 équipes sur patins à roulettes s'affrontent à corps. Découverte avec les Succubes, premier club des Yvelines. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude pour cette découverte. Spectacle, tenue extravagante, vitesse. Une chose est sûre, les filles du roller derby n'ont peur de rien. Sur leurs patins à roulettes, le contact est souvent violent, les chutes très fréquentes. Effectivement, il y a un petit côté déjanté. Il y en a plusieurs qui ont des cheveux de couleur, les piercings, les tatouages. C'est un sport qui est assez rock. C'est assez décalé. Moi, j'avais envie de reprendre un sport de combat au départ. Et en même temps, c'était trop discipliné pour moi. Là, il y a de la musique, il y a le plaisir de la glisse, il y a le plaisir de se mettre des coups aussi. Et puis après, on va boire une bière avec les copines. Des tribunes, cela pourrait ressembler à une énorme mêlée. Pourtant, la règle du jeu est très simple. La jammeuse dotée d'une étoile sur le casque doit marquer des points en dépassant les bloqueuses de l'équipe adverse, prête à tout pour la faire chuter. Le roller derby, c'est aussi l'occasion idéale d'oublier, à la mode américaine, les complexes et le quotidien. Pour les filles, le défouloir, c'est super important. C'est un sport de filles avant tout. Donc elles ont besoin de s'exprimer sur le track, sur la piste. Et puis après, quand elles rentrent, elles s'occupent de leur petite famille. On a beaucoup de mères de famille. Même si on n'est pas forcément déjanté à l'extérieur, on le devient ici par l'esprit, par le sport d'équipe. Et puis c'est un sport américain, donc il y a tout un peu un show américain autour. Et ça permet aussi justement de nous externaliser. Pour leur premier match officiel face aux Lille Roller Girls, les Succubes ne l'ont pas emporté, mais nul doute qu'elles continueront encore longtemps de se battre sur leur roller. Allez, pour le point complet sur le sport, tous les sports, vous l'avez vu, et puis les principaux résultats du week-end, rendez-vous dès 18h30 chaque lundi avec Anthony Reich pour le 7-8 Sport. Pour terminer ce journal, voici les images du nouveau site internet de la base de loisirs de Trappes. Plus lisible, plus accessible, il vous permettra d'aller à l'essentiel, que vous soyez un particulier ou que vous veniez en groupe, ou encore avec votre entreprise. On notera les prochains événements de ce parc régional. Dimanche 22 décembre au centre équestre, les Jeux de Noël, et les lundis 23 et 30 décembre à la ferme pédagogique, des ateliers de découverte sensorielle. Tous les détails sont bien sûr en ligne, base de loisirs78.fr. Le journal revient mardi 18h en direct. Je vous retrouverai aussi demain 18h30 pour une nouvelle édition de Municipal 2014 avec l'UMP Marc Robert qui tentera de succéder à Gérard Larcher à Rambouillet. Et puis également le socialiste Didier Fischer, candidat à Coignères, actuellement conseiller municipal d'opposition. Bonne soirée sur notre antenne.